Le 2 janvier 2015 est sorti un papier dans le journal Science, qui est un des plus grands journaux scientifiques, tout domaine confondu, écrit par deux scientifiques très réputés, Tomasetti et Vogelstein, faisant la démonstration mathématique qu'une part de cancer qui était non explicitée était liée à des événements aléatoires, liés à des mutations spontanées survenant sur les cellules souches de l'organisme qui pouvaient expliquer la survenue des cancers. Cette publication du début janvier a déclenché effectivement beaucoup d'effervescence à la fois dans la communauté scientifique, mais également auprès des patients, auprès du public, parce que c'était la première fois qu'on venait dire qu'une part significative des cancers pouvait être liée uniquement aux effets du hasard. On se pose bien sûr toujours la question de savoir si une telle interprétation est juste. D'autant qu'elle implique beaucoup de réactions dans le public, des patients qui viennent vous voir et qui vous posent des questions par rapport à cet événement, les journalistes qui parfois s'y perdent dans des considérations mathématiques relativement complexes. Et donc, il a fallu faire un travail d'explication, d'analyse de cet article, qui a été bien sûr en plus amplifié dans les médias scientifiques, avec beaucoup de controverses par rapport aux chiffres utilisés, par rapport à la démonstration mathématique elle-même. Mais bon, tout ça est toujours très intéressant parce que ça fait avancer le débat scientifique. Ça permet de porter aussi le débat scientifique dans le public, ce qui est rarement le cas en fait. Que dit réellement cette étude? Alors, l'étude de Tomasetti et Vogelstein a fait une corrélation mathématique entre le nombre de divisions de ce qu'on appelle les cellules souches d'un organe donné et le risque relatif de cancer. Cela permet de tracer une courbe et qui permet de dire si une corrélation est significative ou pas. Et effectivement, leurs calculs montrent que cette corrélation est significative et que donc plus les cellules souches d'un tissu donné se multiplient rapidement et en nombre de multiplication, plus le risque de survenue de cancer est élevé. Alors, ce travail a été fait sur une trentaine de tissus, avec un certain nombre de réserves quand même, qui rend les choses un peu complexes. C'est que, par exemple, sur les 31 tissus qui ont été analysés, il y avait 5 segments osseux, 3 segments digestifs, et puis il y avait tous les types de cancers pour lesquels on disposait de cette information, mais qui reste quand même relativement limitée, parce que 31 sites tumoraux, ce n'est pas l'essentiel de ce qui peut survenir chez l'homme. En plus, ou chez la femme d'ailleurs, en plus, 2 grands cancers n'étaient pas analysés, puisqu'ils ne disposaient pas des informations sur ce nombre de divisions cellulaires de cellules souches. C'était le cancer du sein et le cancer de la prostate. Ils ont quand même 2 des cancers très très importants. Donc cette corrélation étant établie, un deuxième aspect du travail qui a été fait par les 2 auteurs a été de dire que il y a un certain nombre de cancers pour lesquels le poids de ces mutations aléatoires est important, et un autre volet de sites tumoraux pour lequel c'est peu important. Voilà, donc c'est en gros l'approche qui a été suivie par ces 2 chercheurs. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir cette approche mathématique des phénomènes biologiques. D'abord parce que ça fait sortir un petit peu le débat ou la compréhension du cancer par d'autres esprits en fait. Et je pense que c'est très important que les mathématiciens, les physiciens, les sociologues, les philosophes s'approprient un phénomène aussi important que le cancer. Ça relance bien sûr le débat et ça permet de progresser. Pourquoi cette étude a-t-elle fait polémique? Le travail de
Vogelstein et Tomasetti a été mal interprété, je pense aussi parce qu'il y a eu des erreurs de communication de la part du journal Science, clairement, de la part de l'université qui héberge ces deux scientifiques, qui ont détourné un petit peu le sens de ce qu'ils disaient dans l'article. En particulier, ce que disaient les auteurs, c'est que 65% des variations entre les tissus étaient expliquées par l'aléatoire. Et ça a été transformé avec aussi un certain nombre d'ambiguïtés dans l'écriture de l'article, en 65% des cancers sont liés à l'aléatoire, à la faute à pas de chance, à la malchance, bad luck en anglais. Et donc voilà, c'est ça qui a déclenché cette polémique. Parce qu'effectivement, je pense que c'est une erreur d'interprétation, qu'elle ait été faite sciemment ou pas, je ne suis pas là pour en juger. Quelles ont été les conséquences de cette mauvaise interprétation? Ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, que des patients ou des gens comme vous et moi ont pu interpréter en fonction de leurs propres angoisses, leurs propres inquiétudes. Je sais pas, les gens qui fument, par exemple, se sont dit, si c'est la faute au hasard ou à pas de chance, on va continuer à fumer. Vu du côté des patients, il y a eu deux réactions qui sont assez intéressantes, parce qu'elles sont très contradictoires. D'une part, des patients se sont sentis rassurés par le fait qu'ils n'avaient pas, en quelque sorte, de responsabilité dans la survenue de leur maladie, ou dans la survenue de la maladie chez un de leurs enfants, par exemple. Ce qui est un fardeau très très lourd à porter pour les familles. En se disant, c'est le hasard, et j'y suis pour rien. Bon. À l'inverse, d'autres patients l'ont très très mal vécu, parce que effectivement, ce qui transparaît au travers de ça, c'est que si c'est le hasard, pourquoi le hasard sur moi? Pourquoi moi j'ai développé un cancer alors que j'aurais pu ne pas le faire? Donc vous voyez, ça remue beaucoup de choses, à la fois au plan scientifique et au plan personnel, au plan psychologique. Et donc c'est pour ça que c'est très important que ce débat scientifique ait lieu et soit partagé par le public. Qu'apporte réellement cette étude? Beaucoup de passion et de discussion autour de cet article. Alors, comme toujours, on se pose la question de savoir si est-ce que ce papier est-il si important qu'il déclenche autant de... je ne crois pas qu'il apporte des choses extraordinaires. Il y avait quand même une notion intuitive et scientifiquement étayée depuis des décennies quand même, qui était liée au fait que plus un tissu avait des développements et une prolifération importante, et plus il était susceptible de se transformer en tumeur maligne. C'est le cas en particulier donc, pour les cancers de la peau. On savait que les cellules de la peau ont une tendance à se multiplier très très rapidement, et donc la probabilité de développer un cancer de la peau est très importante, en particulier associée au vieillissement. De la même chose pour les tumeurs digestives. Mais là où on a du mal à faire corréler tout ça, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de tissus qui se développent très rapidement et pour lesquels on n'a pas mis en avant justement cette multiplication des cellules souches. En particulier les cellules sanguines se développent, vous savez, vous fabriquez des millions et des millions et des milliards de cellules sanguines sans que les maladies, les leucémies soient en termes de fréquence quelque chose de très remarquable. Donc c'est là où je pense que l'approche est intéressante, et elle permet de relativiser un petit peu cette notion de multiplication cellulaire
au regard de la multiplication d'un type de cellules particulier que sont les cellules souches. Donc ça, c'est intéressant. Après, bien sûr, il n'y a pas de données originales, fondamentales, majeures dans cet article. Mais je pense qu'il est capable de stimuler justement la recherche et permettre d'avancer un petit peu dans notre compréhension de la survenue des cancers. Les résultats de cette étude remettent-ils en cause la prévention actuelle du cancer? La mauvaise interprétation de ce travail repose sur cette histoire de 65% de variation des cancers est liée au hasard. L'extrapolation immédiate, erronée d'ailleurs, qui en a été faite, a été de dire 65% des cancers sont inévitables et sont liés au hasard. Ce qui n'était pas du tout dans l'article, hein. J'insiste vraiment là-dessus. Je crois qu'il faut maintenant... Cette mauvaise interprétation pose un problème, parce qu'elle semble dire que c'est la faute uniquement à pas de chance, et donc la prévention, ça ne sert pas à grand-chose, et que la seule chose qui convient de développer est le dépistage et la thérapeutique. Bien entendu, je ne suis pas d'accord, et la communauté scientifique ne l'est pas non plus. On sait que je sais pas, au moins 25 à 30% des cancers sont liés au tabac. Et si on se préoccupe des cancers qui sont les plus graves, le tabac joue un rôle considérable. Ça, c'est un premier point. On sait également que les prédispositions génétiques pèsent à peu près sur environ 10% des cancers, ce qui est quand même aussi un chiffre important, que les modifications dans l'alimentation, les expositions environnementales pèsent probablement aux alentours de 15%, peut-être un peu plus. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut avoir une action efficace, et il suffit de regarder ce qui se passe actuellement dans les pays en voie de développement, où on voit une explosion des cancers, pour se dire que bon, il faut qu'on tire les leçons de ce qu'on vit, nous, dans nos pays riches, pour éviter que cette explosion se traduise par ce qui est prévu, c'est-à-dire près de 20 millions de morts dans un horizon pas si lointain à l'échelle du globe, par cancer. Donc la prévention est quelque chose de fondamental dans notre appréhension de la maladie cancéreuse. On sait qu'actuellement, une personne sur 3 va être, au cours de sa vie, confrontée au cancer directement. On sait également que dans les décennies qui viennent, ça sera probablement une personne sur 2. Ça ne veut pas dire que on ne pourra pas guérir les patients, parce que je crois que c'est aussi quelque chose qui est remarquable sur les 25 ou 30 dernières années. C'est-à-dire que globalement, on guérit 2 fois plus de cancers en 2010 qu'en 1970. 2 fois plus. On est passé de 25% de guérison à près de 50% de guérison. Donc voilà, on est confronté à une maladie qui reste en augmentation progressive, en tout cas dans les pays occidentaux, avec une meilleure prise en charge, un diagnostic plus précoce et des sanctions thérapeutiques qui permettent de guérir beaucoup de malades. Donc voilà, alors on a tendance à répéter toujours la même chose, prévention, diagnostic précoce, lorsque c'est utile, c'est-à-dire le dépistage, lorsque c'est vraiment utile, lorsqu'on en a fait la démonstration, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des pathologies pour lesquelles la démonstration n'est pas encore faite. Et puis, bon, la thérapeutique, bien sûr. Et je pense que, bon, je vous dis ça en tant que chercheur, etc. Je crois qu'il faut vraiment continuer à développer la recherche dans tous les domaines que nous avons évoqués. La génétique de prédisposition, les erreurs soulignées dans cet article, c'est-à-dire les mutations spontanées, les capacités de réparation de l'organisme,
et bien sûr l'environnement et les facteurs de risque comportementaux qui sont encore trop importants dans le risque de cancer.